Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'occasion de la fête du 3 août, fête de l'indépendance du Niger, le grand débat s'intéresse ce soir à la question du reboisement où chaque année, cette date anniversaire de l'indépendance coïncide avec une cérémonie de plantation d'arbres sur l'ensemble du territoire national. Cette 48e édition de la fête de l'arbre a pour thème « Sauvegarde des cuvettes oisiennes, un impératif ». Un thème d'importance capitale qui montre toute la détermination de l'ensemble des acteurs à lutter efficacement contre la désertification et l'avancée du désert, notamment dans les zones arides du Niger. Pour débattre du sujet, nous avons comme invité sur ce plateau le colonel-major Yacouba Seibou, directeur général des eaux et forêts, chef de corps. Professeur Tijani Adamou Didier, enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Colonel Guéro Maman, coordinateur du projet Gestion durable des terres. Et enfin, M. Oumarou Hassan Yakoudima Abba, expert en biodiversité et services écosystématiques oisiens. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler essentiellement du thème de la 48e édition de la fête de l'arbre, je le rappelle, qui est intitulée « Sauvegarde des cuvettes oisiennes, un impératif ». Nous allons, à l'occasion de cette émission, insister sur le choix du thème de l'édition 2023 de la fête de l'arbre et dresser un bilan de toutes les opérations de plantation d'arbres qui ont duré plus de 4 décennies pour voir l'impact réel du phénomène du reboisement au Niger. Je vous propose de suivre cet extrait du directeur régional de l'environnement et de la lutte contre la désertification de DIFA, le colonel Lawan Aruna, qui parle ici des cuvettes oisiennes. Pour ce qui est de la situation environnementale de la région de Difa, donc la région en tout cas de Difa, elle est caractérisée dans un ensemble par une accentuation du phénomène de la désertification qui affecte la région sur plus de 3 tiers de sa superficie. Partant de ce constat, donc, il ressort clairement que la restauration de l'environnement est aujourd'hui plus qu'un défi, mais un impératif pour asseoir les bases d'un développement socio-économique durable de la région et en particulier du Niger en général. Donc vous voyez, c'est de ça même que découlent les thèmes de cette année. Si on fait un récapitulatif, nous avons jusqu'à 868 000 hectares de forêts, qu'elles soient des forêts naturelles, des forêts artificielles, des forêts arborées, des peuplements denses, des espèces à haute valeur économique, les lits du lac Tchad, les lits de la Komadougou, Yobé et les cuvettes oisiennes. Les cuvettes oisiennes, elles représentent 15 000 hectares dans la région de Difa. Et nous avons à peu près 500 cuvettes oisiennes. Comment expliquer ces cuvettes oisiennes? Ces cuvettes oisiennes sont en général des dépressions qui sont piégées entre des dunes de sable. Elles sont peuplées par des espèces comme Ifayen Takbeka, communément appelées Goruba, donc les palmiers doum. Et d'autres cuvettes sont peuplées d'Acacia radiana, Kandili. Donc c'est en général ces espèces d'arbres qu'on trouve au niveau de ces cuvettes. Ces cuvettes, si encore on peut se résumer, en tout cas, c'est des écosystèmes sensibles qui génèrent plusieurs biens et services aux communautés locales. Comme biens et services, nous pouvons dire la nourriture pour les hommes. Vous savez, au niveau de ces cuvettes, il y a beaucoup d'aliments qu'on peut ressortir de ces palmiers doumiers. Aujourd'hui, tous ceux qui vont sur le marché, ils voient comment les fruits des palmiers doumiers sont vendus. Soit les fruits immatures, on fait d'écologie, on mange. Soit c'est vraiment comment on appelle ça, la bulbe qui est écorchée sous forme de... ça donne une poudre très sucrée que les gens mettent dans beaucoup d'alimentation. En tout cas, pour la galette, c'est beaucoup utilisé. Donc il y a beaucoup aussi la nourriture pour les animaux, parce que ces cuvettes, c'est un écosystème qui permet de produire du fourrage au niveau de ces espèces aussi, palmiers, doumiers, et même les acacias radiana, comment on appelle ça, les feuilles, et les jeunes pousses, les fruits qui ne sont pas très mûrs sont récoltés et donnés aux animaux. Ça permet de faire l'embouche. C'est aussi un lieu de culte. Souvent, quand il y a une dépression, quand il y a des peuplements naturels qui sont là, piégés dans un environnement très hostile, donc vraiment, c'est un endroit où les gens se récréent. Ça peut être un lieu où les gens peuvent se retrouver pour faire certains cultes. C'est un réservoir de médicaments traditionnels.
Vous n'êtes pas sans savoir que vraiment ces espèces d'arbres ont des vertus médicamenteuses très importantes. C'est un refuge aussi pour la faune sauvage. C'est une source d'eau. Imaginez la zone de Flatari, Ingelbeli, où vraiment les phénomènes d'ensemblement est très accentué. C'est au niveau de ces cuvettes oasiennes qu'on peut trouver de l'eau, qu'on peut creuser pour foncer des puits artésiens ou bien faire des forages pour vraiment avoir de l'eau de consommation ou faire l'agriculture. C'est aussi vraiment des endroits pour faire la culture de divers produits. La population locale, en tout cas, fait les maraîchages, elle fait la culture de crues. Elle produit aussi beaucoup tout ce qui est culture, en tout cas des agrumes. Aujourd'hui, quand vous allez au niveau de ces cuvettes, on produit des dattes. Il y a beaucoup de dattiers. Vous n'allez pas vous rendre compte que, en tout cas, comment on appelle ça, le nombre de papayers qu'il y a au niveau de ces cuvettes oasiennes, qui donnent en tout cas un revenu assez important à la communauté. Il y a également la récolte des natrons et du sel au niveau de ces cuvettes oasiennes. Il y a aussi le bois de feu et le bois de construction. Au niveau de ces cuvettes, en tout cas, l'arbre, le palmier, doum, sur l'espèce, en tout cas, il n'y a aucune partie de l'arbre qui est rejetée. Tout est utilisé, soit dans l'alimentation humaine, soit dans la confection des nattes, etc., ou dans la construction des maisons. Donc voilà, vraiment, en gros, les cuvettes oasiennes, leur importance au niveau de la région de Difa. Et maintenant, les phénomènes, comment ça se présente? Vous savez, les cuvettes oasiennes qu'on a au niveau de ces zones, souvent c'est des dépressions où les arbres sont là, mais de part et d'autre, c'est menacé par les dunes de sable. Si rien n'est fait, s'il n'y a pas eu de protection biologique et mécanique, ces sables-là vont complètement ensevelir ces cuvettes. Il n'y aura plus de cuvettes. Elles sont toutes menacées par l'ensablement. Parce que qu'est-ce qui se passe tout autour? Il n'y a pas des arbres. C'est des peuplements d'acacia radiana qui sont vieillissants. Une fois trop dégradés, ça laisse la place au Leptadenia pyrotechnica, ce qu'on appelle Kalumbo. C'est la deuxième étape de la désertification, de la dégradation. Si ça aussi, c'est très exploité par les dromadaires, il y a une grande migration des dromadaires ces dernières années dans la région de Difa. Ça dégrade ces peuplements de Leptadenia pyrotechnica. Et maintenant, quelle espèce colonise? C'est le Calotropis procera, Tofahia. C'est ça qui colonise maintenant par la suite. Maintenant, après, quand Tofahia aussi quitte, il n'y a que les Pergilaria tamantosa fataka qui colonisent l'espace. C'est des graminées qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas du tout appétés par les animaux, qui colonisent. Mais eux aussi, quand les phénomènes deviennent très accentués, ils sont remplacés par les dunes de sable. Et maintenant, le phénomène est irréversible. Voilà. Et comment, mon colonel-major, comment réagissez-vous par rapport à cet extrait qu'on vient de suivre du directeur régional de l'environnement de Difa? D'accord, merci bien. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bonne fête de l'indépendance et la bonne fête également de l'arbre à tous les téléspectateurs. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention donc cette intervention donc du directeur régional de l'environnement et de la lutte contre la désertification de Difa. D'accord. Alors, mon attention a été surtout attirée par la beauté donc des paysages que nous avons vus, ces cuvettes oasiennes. Et tout le monde voit que, en tout cas, au centre de nulle part, on voit un paysage verdoyant, un paysage d'où on tire beaucoup donc de revenus. Mais en même temps, nous voyons que ces paysages sont menacés, menacés par les dunes donc mouvantes qui sont tout autour. J'ai relevé aussi véritablement l'importance que revêtent ces écosystèmes oasiens donc aux communautés locales. Donc, comme il a si bien dit, véritablement, on sent la menace venir. On connaît l'importance donc de ces écosystèmes pour les communautés locales. Il y a lieu véritablement donc d'agir et agir très vite. D'accord. Voilà. Merci mon colonel-major. Professeur, à votre niveau? Ok, merci. Très bien. Et merci pour cette occasion
d'impliquer l'université Abdou Moumouni de Niamey dans ce débat. D'accord. Parce que généralement, les chercheurs ne sont pas très impliqués dans ce genre de choses. Mais c'est une bonne occasion. D'accord. Une bonne occasion de valoriser ces cuvettes. D'accord. Parce que je vais vous faire légèrement de la rétrospective. Quand on essaie de regarder dans les 30 années en arrière, quand on parlait de l'environnement au Niger, les cuvettes oisiennes n'étaient pas là. D'accord. On ne les considérait pas. Or, c'était des écosystèmes particuliers, des zones humides en milieu aride. Et aujourd'hui, avec ce documentaire, on voit très bien que c'est des zones à découvrir. Surtout que ces zones contribuent à plus de 50% à l'économie des ménages dans ce système. D'accord. Et l'université de Niamey est, avec bien sûr le ministère de l'Environnement, nous travaillons en synergie et on a produit énormément de choses. Donc c'est vraiment une bonne idée de mettre en exergue cette ressource méconnue au Niger, mais qui est stratégique. Donc c'est ça un peu en complément à ce qu'a dit le DGF, ce que j'ai à dire. D'accord. Seulement, je dois préciser que les enseignants-chercheurs sont toujours sur le plateau. Parce qu'à chaque occasion, on essaie effectivement de faire appel à des enseignants-chercheurs de pratiquement toutes les facultés. Et c'est ça le thème du grand débat. Sauf s'ils ne sont pas disponibles. Voilà. C'est juste. Voilà. Merci. Merci. Et mon collègue, à votre niveau? Merci. Je joins aussi ma voix à ce que le chef de corps a dit pour remercier tous les téléspectateurs. Et ce que j'aimerais dire par rapport à la vidéo qu'on a vue, à l'extrait du directeur régional. D'accord. C'est que les cuvettes, c'est pas seulement DIFA. Oui. C'est sûr. Des occurrences que vous trouvez également à Zender. À Zender, ok. Et la zone de distribution, c'est pratiquement sur une superficie d'à peu près 26 000 km². 26 000 km². Oui, quand vous prenez tous les départements du sud Zender, jusqu'à Méné, vous avez 400 km. D'accord. Et de la frontière du Nigeria vers le 14e parallèle, vous avez 50 à 80 km. D'accord. Donc c'est une zone extrêmement importante. Et c'est un patrimoine écologique, socio-culturel important pour le Niger, qui a une valeur universelle exceptionnelle. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Il suffit de rentrer dans ces zones pour constater la diversité. Et là, je me rejoins au professeur Didier qui a bien souligné cela. Mais malgré la richesse écologique et tout ce que les populations tirent de façon socio-économique des cuvettes, il y a un risque environnemental majeur qui est l'ensablement des terres de cuvettes. Pratiquement 90% de ces cuvettes sont menacées par l'ensablement. Et il faut nécessairement agir très rapidement, déployer tous les efforts qu'il faut pour que nous réussissions cette lutte-là. D'accord. Merci bien. Merci, mon colonel. Monsieur Oumou, à votre niveau. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour l'honneur, en tout cas, d'être invité sur ce plateau. Du grand débat. Un peu, échanger sur ce sujet, sur ce thème d'ailleurs d'importance non seulement nationale, mais surtout internationale. Parce que c'est un écosystème très particulier, les écosystèmes oisiens de cuvettes. Et ce que j'allais juste préciser, le Niger regorge d'une potentialité vraiment un peu particulière comparée aux autres pays. Parce que là, on parle des écosystèmes oisiens de cuvettes. C'est l'une de 3 catégories des écosystèmes oisiens qui existent sur le plan national, au niveau du Niger. Donc, la première, c'est surtout les écosystèmes oisiens de la surface qui se trouvent dans le département de Bilma. On a effectivement des écosystèmes oisiens dans le massif de l'Aïr et Irazer. Et tous ces écosystèmes, en tout cas, fournissent des biens et services. D'ailleurs, ça reflète l'interdépendance entre la nature et la société. On peut dire que le peuple, la population qui existe autour de ces écosystèmes, qui vivent autour de ces écosystèmes, dépendent même
de cela. Et donc, c'est une grande opportunité pour nous. Nous voilà en train de débattre et de marquer une importance à ces écosystèmes afin de prendre des décisions pour leur conservation dans le futur. Donc, vraiment, je me réjouis de ces débats. Merci en tant qu'expert, c'est ça? Très bien. Merci, M. Mourou. Le thème de la Journée nationale de l'arbre édition 2023 est intitulé « Sauvegarde des cuvettes oisiennes et un impact ». Pourquoi le choix spécifique de ce thème, mon colonel-major? Vraiment, pourquoi le choix spécifique? Voilà. C'est précisément sauvegarde des cuvettes oisiennes, un impératif. Il faut dire que ce thème a été inspiré véritablement par les acteurs de terrain qui nous ont interpellés à chaque fois qu'on faisait donc le déplacement sur le terrain et à l'occasion également d'un certain nombre de réunions. Comme l'a si bien dit Oumarou tout à l'heure, les oasis sont partagés en 3 régions. Les régions donc d'Agadez, de Difa et de Zender. Et à un certain moment, donc les conseils régionaux de ces 3 régions ont fait le déplacement et nous ont demandé à ce que donc toutes les dispositions soient prises pour que on puisse donc conserver et maintenir donc le caractère productif donc de ces écosystèmes oisiens. Donc c'est véritablement un cri de cœur du terrain qui a été entendu par le Comité national d'organisation donc de la fête nationale de l'arbre et qui appelle de notre part une action donc robuste pour le maintien donc de ces écosystèmes qui sont stratégiques, comme l'a rappelé tout à l'heure quelqu'un, parce que le professeur, ils sont stratégiques parce que c'est des milieux où il est possible de produire alors que l'environnement est austère. Dans les milieux arides, et comme on l'a vu, souvent c'est entre 2 dunes qu'on a ces écosystèmes. Donc si rien n'est fait, ça veut dire que c'est carrément les revenus d'un certain nombre de communautés qui vont être mis en cause. C'est pour ça que ce thème a été choisi pour répondre à la sollicitation des acteurs de terrain et voir qu'est-ce qu'il faut envisager plus tard pour pouvoir préserver donc au mieux ces écosystèmes. D'accord. Professeur, est-ce que vous allez ajouter par rapport à ce que le colonel-major vient de dire? Oui, en fait, par rapport au choix du thème? Le choix du thème est bien stratégique. Il est bien stratégique parce que le système oisien, parce que nous l'appelons système oisien, parce que les cuvettes sont dans un dispositif où ce n'est pas les cuvettes seules. Quand on parle des cuvettes, il y a les dunes qui sont des espaces destinés essentiellement à la sylviculture et au pâturage. Il y a les bas-fonds, qui sont des espaces destinés essentiellement à la culture pluviale. Et ensuite, les cuvettes. Comme l'a dit le DGF, ces cuvettes ont la faculté d'être exploitées 12 mois sur 12. 12 mois sur 12. 12 mois sur 12, on peut faire quelque chose. On peut faire des activités autour de ces cuvettes. Autour de ces cuvettes. Elles représentent environ 6%, parce que le colonel Guéraud l'a dit, elles sont partagées entre Difa, la région de Difa et la région de Zender. Et elles se prolongent au Nigeria entre l'état de Yobe et l'état de Maiduguri. Donc c'est un grand système. Mais au Niger, dans ce système oisien, c'est 6% seulement les superficies occupées par les cuvettes. Et ces 6% produisent plus de 50% de ce que les ménages utilisent pour survivre. Donc, sur ce plan, c'est des ressources stratégiques à préserver de façon impérative. Et sur un autre plan, c'est un vivier, c'est un grand gisement de biodiversité. Qui est là. Il y a une faune importante, une biodiversité végétale très importante et des types de sols particuliers. Des types de sols particuliers qui permettent une exploitation durable. Et en plus de cela, ces cuvettes constituent un potentiel de séquestration de carbone très, très, très important. Et à travers ce système oisien, les gérer nous amène à répondre aux 3 impératifs des 3 conventions de Rio, qui sont
la convention de lutte contre la désertification, la convention de la biodiversité, et la troisième convention, c'est la convention sur le changement climatique. Ouais. Donc, ces systèmes-là, si on les ménage bien, ils contribueront au Niger, ils permettront au Niger d'atteindre rapidement les engagements pris. D'accord. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai à dire en rajout. D'accord. Merci, professeur. Monsieur mon colonel, qu'est-ce que vous avez à dire? Je vais insister quand même sur l'importance socio-économique des cuvettes en donnant quelques statistiques. OK. En 2006, nous avons conduit une étude diagnostique détaillée de la zone d'intervention de notre projet. D'accord. Donc qui concerne Gorée, Goudmaria et Ménéssora. Alors le ressort de cette étude que en matière de production vivrière, les cuvettes contribuent dans les revenus agricoles locaux à hauteur de 51,3%. 51,3%. D'accord. Et les bas-fonds, qu'on appelle les failles, c'est 15,3%. Okay. Or, vous ne pouvez pas dissocier les cuvettes des bas-fonds puisqu'elles sont liées. Ouais. En matière artisanale, c'est-à-dire la production de sel et de natron et l'artisanat en tant que tel, ça contribue à hauteur de 8,1% aux revenus des ménages. Le bétail, 25,3%. Vous voyez, donc, c'est tout à fait normal. Quand vous avez des contributions de ce genre-là, et toute la vie socio-économique, c'est les cuvettes. C'est la zone de production par excellence. Dans cette zone-là. Et dans cette zone-là. Vous ne pouvez pas vivre en dehors des cuvettes. Tous les villages, c'est pratiquement des grappes, des cuvettes qui entretiennent la vie au niveau des villages. D'accord. Donc l'importance de et en dehors de ça, comme l'a dit le professeur, c'est que c'est une refuge pour la niche de communautés d'oiseaux du lac Tchad et des oiseaux limicoles qui sont liés à l'eau, tels que les canards, les sarcelles, les cormorans, ainsi de suite. Donc, c'est extrêmement important que le ministère ait pensé de l'environnement ait pensé sur ce thème-là. Pour cette année. Et la sauvegarde qui est impérative pour le Niger. D'accord. Merci. Merci mon colonel. Monsieur Omorou. Merci beaucoup. Je rejoins déjà mes aînés. Tout à l'heure, donc, le professeur Didier avait mentionné un point très important, surtout par rapport au sujet de mondialisation. De nos jours, on est en tout cas en face d'un thème qui est d'ailleurs global, surtout la question de dégradation de l'environnement. Et comment permettre à la population, surtout dans des pays moins avancés tels que le nôtre, comme le Niger, de pouvoir s'adapter aux effets et impacts du changement climatique. Et ces écosystèmes, qui est réel, qui est un fait réel. Et quand on prend ces écosystèmes voisins de Kivet, de la région de Zander et de Manga, dans le Manga et le Damagaram en général, en tout cas, ils constituent une source de base vie. Toutes les activités socio-économiques se déroulent dans ces milieux. Et effectivement, pour mieux comprendre, il faudrait qu'il y ait catégoriquement la compréhension des différents services qui rendent ces écosystèmes. Il y a le service d'approvisionnement, genre la production alimentaire, le bois de chope, le bois d'ouvrage. Il y a aussi le service de régulation en ce qui concerne, dû au fonctionnement des écosystèmes, de ces écosystèmes, la création des microclimats qui existent un peu spécifiques, ou on peut dire spécial, que ces écosystèmes fournissent à la population, mais également, en tout cas, ça constitue un milieu où il y a l'hébergement de la biodiversité en termes de ressources fauniques et floristiques. Et ces microclimats constituent des faits très importants où notre pays est en train de lutter contre la dégradation des terres, le changement climatique, la perte de la biodiversité et l'avancée du désert. Et ces écosystèmes, en tout cas, constituent une barrière où on peut les utiliser et les promouvoir davantage pour lutter contre cette question de dégradation de l'environnement en général. Et la troisième catégorie, c'est surtout les services de culture. Tout à l'heure, le professeur l'avait mentionné, ces écosystèmes sont exploités
12 mois sur 12. Voilà. Donc, durant toute l'année. Ça veut dire qu'il y a une interconnexion entre cette nature et la population qui vivent autour de, de ces écosystèmes. Donc, c'est pour dire qu'en tout cas, il y a cette interconnexion sur la base de leurs pratiques culturelles. Par exemple, je peux vous donner l'utilisation de certaines feuilles de palmier doum qui sont utilisées d'ailleurs pour la confection de plusieurs matériaux, ustensiles, la couverture de toit ou de la toiture, etc. etc. Ça, c'est une autre catégorie de services qui rendent ces écosystèmes. Il y a aussi la catégorie de services de soutien. Donc, comme il a précisé, c'est en tout cas des lieux où il existe plusieurs micro-organismes, la biodiversité en tant que telle en général, et c'est ce qui caractérise cette diversité floristique et faunique particulière et spéciale dans cette zone ou bien dans ces cuvettes voisines. Voilà ce que j'ai à ajouter par rapport à cela. Merci, monsieur Dédé. On a vu que les cuvettes voisines sont très importantes. Alors, comment vos services s'organisent pour les sauvegarder? Est-ce que vous avez vraiment les moyens pour les entretenir? Parce qu'on a vu l'importance de ces cuvettes. Maintenant, comment au niveau de vos services, ils sont organisés pour les entretenir et les sauver? Et est-ce que vous avez les moyens de le faire ou pas? Alors, les moyens, je l'ai dit tout de suite, sont largement insuffisants par rapport donc, à l'ampleur de la dégradation. Mais ce qui est sûr, vu l'importance donc de ces écosystèmes, nous avons implanté un certain nombre de projets dans la région d'Agadez, par exemple. Je peux vous citer le cas donc, du projet de gestion intégrée des écosystèmes voisins. Au niveau de la région de Zender et de Difa, nous avons pendant quelques années implémenté le projet de lutte contre l'ensablement des cuvettes oisiennes, d'abord, suivi donc du projet de gestion durable des terres. Et en dehors de ça, il y a d'autres partenaires tels que Prodaf qui interviennent également dans le cadre donc, de la restauration donc, des écosystèmes oisiens. Donc, nous avons implémenté ces projets pour voir comment conduire donc l'itinéraire technique et nous nous sommes rendus compte que oui, il est possible donc de réhabiliter ces écosystèmes, mais il faut plus de moyens. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons voulu, à la demande donc des conseils régionaux, retenir ce thème pour que nous voyions donc plus tard l'élaboration d'un programme plus vaste pour pouvoir donc intervenir au niveau de ces écosystèmes. Mais les services de l'environnement ne travaillent pas seuls. Ces services travaillent avec d'autres acteurs, notamment donc les communautés locales, les collectivités également locales, puisque, comme vous le savez, depuis 2016, le domaine de l'environnement et du développement durable a été transféré aux régions, donc collectivités territoriales et aux communes. C'est pour ça que nous avons, depuis lors, en tout cas, mis au devant donc, ces entités donc, locales pour pouvoir donc, aller vers la préservation donc, de ces écosystèmes. Nous travaillons également avec des partenaires techniques et financiers. Nous travaillons avec la communauté des chercheurs. Comme on l'a dit, on travaille avec l'université de Niamey et l'université de Difa, toutes les universités également, les autres instituts donc, de recherche. Donc oui, nous avons compris comment il faut réhabiliter ces écosystèmes, mais les moyens, il va falloir donc les accroître pour pouvoir donc arriver à bout donc, du phénomène donc, de dégradation. D'accord. Professeur, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver ces cuvettes, puisqu'on a vu leur importance quand même, même dans la vie des populations locales? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Première règle, il ne faut pas aller seul dans ce combat qui est très important. D'accord. C'est-à-dire, le ministère de l'Environnement l'a bien compris. Et le DGF vient de dire qu'il travaille avec les communautés, il travaille avec les universités. Donc, c'est un problème qu'on gère de façon groupée. D'accord. Et nous, en tant que chercheurs,
J'avoue qu'au tout début, c'était l'université de Niamey seulement qui travaillait sur le système oasien, mais aujourd'hui, l'université de Maradi, l'université de Zender et l'université de Difa, plus celle d'Agadez qui gère le système oasien du Nord, sont toutes impliquées dans des actions de recherche pour le développement, qui est un nouveau type de recherche qu'on mène. Il faut que notre recherche soit au service du développement. Et dans ce cadre, on produit des éléments qui vont leur servir, eux, acteurs de développement, à des outils d'aide à la décision. Par exemple, un élément important, c'est la dynamique de l'ensablement. C'est-à-dire des travaux ont été faits et via la recherche, des résultats sont sortis. Par exemple, et pour ceux qui découvrent ces zones-là, si on leur dit qu'il y a 50 ans, il n'y avait aucune dune vive, ils vont discuter. Et donc, les travaux qui ont été faits, je vais vous faire une légère genèse chiffrée, parce que, vous savez, les chercheurs aiment les chiffres. Ah, bien sûr. Très bien. En 1932, il y a eu un rapport colonial qui faisait ressortir... Déjà, oui, en 1932, il y a eu en fait des rapports qui disaient qu'il y avait des indices de désertification. Donc, les Anglais et les Français ont fait une mission commune qui doit quitter le lac Tchad pour aller jusqu'à l'océan Atlantique. Et dans le rapport de cette mission, ils n'ont parlé que d'un hectare, de moins d'un hectare de dunes vives se trouvant à Chéri. Et là, il disait dans le rapport, cette dune était utilisée comme lieu de repos. Chéri, c'est vers Méni, là, c'est dans la zone de Méni-Goudou-Mariana. Méni-Goudou, voilà. Oui, donc ils ont une grande cuvette. En 1975, un travail fait en partenariat avec le ministère de l'Environnement ressortait qu'il y avait 70 hectares de dunes vives, 1975. En 2005, le rapport a été publié en 2006, il y avait plus de 300 000 hectares. Donc imaginez, entre 1975 et 2005, ça fait 30 ans. En 30 ans, on est passé de 70 hectares à 300 000 hectares. Et tout récemment, dans le cadre d'un doctorat, on a repris cette statistique et on a vu qu'on est autour de 200 000 hectares. Donc il y a eu un recul d'environ 100 000 hectares. Et ce recul est entaché de renseignements. En fait, ça indique que malgré la croissance de la population, l'État et ses partenaires ont affronté le problème. Donc, les projets ont intervenu, les populations ont été sensibilisées et on peut dire que l'ensablement est en train de reculer. Un recul, oui, voilà. Et un autre fait qui est un peu un problème nouveau qui apparaît dans l'ère des cuvettes, c'est l'apparition des eaux. J'ai vu dans le documentaire des mares au cœur des cuvettes. J'ai vu dans le documentaire des mares. Voilà. Et ces mares-là, en fait, elles ont commencé à faire leur apparition dans certaines cuvettes à partir de 2010. Et leur apparition a fortement impacté la gestion des cuvettes, la biodiversité, la disponibilité des sols pour la culture et aussi le sel inatron. Colonel Guéraud disait que ça contribuait à hauteur de 8% aux revenus des ménages. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cuvettes, ça contribue à 0 franc. Parce qu'on ne peut avoir du sel que quand l'eau s'évapore. Et l'eau reste malheureusement toute l'année. Et le fait que cette eau soit revenue, ça a empiété sur les terres de culture. Cette eau, ayant des signes de salinité, a contaminé les sols existants. Donc ça a un peu gâté l'environnement. Et actuellement, avec leur concours, c'était convenu qu'ils financent un projet et on va engager même un doctorat pour regarder avec précision ce problème, leur produire des données qui vont leur permettre, eux, d'affronter le problème. Et c'est ça un peu le partenariat entre le ministère de l'Environnement et les universités publiques du Niger, comme l'UAM et l'IT. D'accord. Merci, professeur. Mon colonel. Merci. Est-ce que vous allez vous ajouter? Oui, ce que j'aimerais ajouter, c'est que vous avez des potentialités énormes qui constituent les cuvettes. Nous avons à peu près, associé au bas-fond, plus de 5000 cuvettes et bas-fonds.
Plus de 5 000 cuvettes. 5 000 cuvettes et bas-fonds. Et bas-fonds, ok. Qui correspond à 400 000 hectares de terres exploitables. Vous voyez? Et avec un développement spectaculaire de dunes qui les menacent. Il faut nécessairement intervenir parce que c'est ça l'impératif pour sauvegarder les ressources. Tout à fait. Et il faut organiser la population dans ce sens. En quoi faisant? Il faut fixer les dunes. D'accord. Et on a constaté que quand vous faites des travaux de fixation de dunes, il y a justement une remontée de la nappe. De la nappe. La nappe se charge. D'accord. Et c'est le phénomène que le professeur vient de expliquer, oui. Et malheureusement, dans certaines zones, vous avez pratiquement l'eau qui apparaît, parce que vous avez des cuvettes à eau affleurante, qui ne permettent pas, dans certaines parties, de faire des cultures. Vous voyez? Et si vous devrez exploiter le sel, le natron, il faut encore couper l'arbre, chauffer et avoir des graines de sel. C'est une problématique assez importante qu'il faut impérativement étudier. Mais au-delà de cela, compte tenu de la dégradation des terres et de son importance et de l'acuité au niveau des cuvettes, il faut aider les gens à produire pour les stabiliser. S'il y a une insécurité dans la zone, c'est à cause de ça. Donc il faut aider les gens à produire. D'accord. Merci Makona. Monsieur Omar. Oui, ce que j'allais juste ajouter, c'est par rapport à ce que mes prédécesseurs ont mentionné. La question de la gestion durable de ces écosystèmes doit être cadrée à travers un dispositif d'une politique ou une stratégie nationale. Donc, pour votre information, ce que j'allais dire, le Niger dispose déjà d'une stratégie nationale de gestion intégrée de ces écosystèmes voisins. D'accord. Prenant en compte tous les trois types de ces écosystèmes. Y compris celui de la région de Zander et de Difa. D'accord. Donc, du point où le Niger dispose cette stratégie, moi je pense que c'est déjà un point pour aller de l'avant. D'accord. Déjà, la population, ils sont au courant de l'importance de ces écosystèmes et du service et bien qu'apportent ces écosystèmes à cette population. D'accord. Et quand on prend dans la région de Zander, on sait qu'il y a plusieurs facteurs de dégradation de l'environnement, surtout la dégradation des terres, qui est d'ailleurs exacerbée par le changement climatique et effectivement la perte de la biodiversité. Et spécialement, je peux dire que ce sont des habitats où abritent des écosystèmes ou des ressources fauniques, d'ailleurs migratoires, qui viennent un peu d'ailleurs, de très loin de notre pays. Et donc, les écosystèmes, genre des ressources fauniques particulières, quand on prend des oiseaux et autres, voilà, qui habitent dans ces milieux. Maintenant, du point où notre pays dispose de cette stratégie, moi je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est d'initier ou bien de faire en sorte qu'il y ait un plan de gestion à chaque type d'écosystème oisien. Et c'est le cas spécifique pour la région de Manga et de Magaram, pour pouvoir les gérer, les utiliser et les conserver pour les générations futures. Parce que c'est quelque chose qu'on peut dire qui détermine un patrimoine mondial. Ou si on ne fait rien à temps, on risque de le perdre et les générations futures n'auront pas l'occasion, n'auront pas cette chance de pouvoir interagir dans ces écosystèmes. Voilà ce que j'allais ajouter par rapport à ça. D'accord. Merci, monsieur. On va avancer. 4 décennies ont été consacrées à la lutte contre la désertification au Niger et une plantation d'arbres quasiment toutes les années. Quel bilan faites-vous de toutes ces années de plantation d'arbres dans notre pays? On connaît Major. D'accord, merci bien. Ça fait quand même la 48e édition de la fête de l'arbre, pour dire les choses. Oui. Quel bilan on peut tirer? Nous avons fait une évaluation en 2022 sur les 15 dernières années. Et ça a été d'ailleurs prononcé dans le discours donc, de Madame la ministre. Nous avons donc recensé 189 sites
qui ont été emblâmés à l'occasion des fêtes nationales de l'arbre. 189 sites les 15 dernières années. Et 68% de ces sites présentent un taux de réussite au-delà de 60%. 30%, c'est en deçà. Et malheureusement, il y a 2% qui sont carrément des échecs, carrément en matière de plantation. Et là, les 2%, on a compris que c'est les sites qui ont été réalisés au niveau des centres, à côté ou à proximité des centres urbains, et qui ont fait véritablement l'objet même de lotissement par la suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fête de l'arbre, ce n'est pas... le 3 août, c'est le lancement de la campagne nationale de reboisement. Mais le reboisement, c'est aussi sur les sites de récupération de terre. À ce niveau, il y a beaucoup de cas de réussite, mais aussi des échecs, puisqu'il faut reconnaître que c'est des plantations à sec, c'est-à-dire on compte sur la pluviométrie pour pouvoir réussir. Ce n'est pas des plantations irriguées. Et parfois aussi, la qualité des ouvrages ne permet pas de garantir véritablement la réussite des plantations. Donc oui, on a beaucoup de cas de réussite en matière de plantation, mais lorsqu'on est en face des 2%, dans son village ou à côté, on se dit que non, tous les reboisements, bien sûr, sont des échecs. Mais je peux vous dire, en tout cas, l'évaluation qu'on a eu à faire en 2022 fait ressortir que 68% des sites ont un taux de réussite au-delà de 60%. Dans le Sahel, on pense que lorsque vous avez déjà 50%, c'est déjà bien, parce que nous sommes des pays d'élevage, nous sommes des pays aussi arides. Et donc, voilà ce que je peux vous dire en termes d'estimation. D'accord. Mon collègue, tout à l'heure, vous avez dit que le 3 août, c'est le lancement de l'opération de reboisement à travers le pays. Et est-ce qu'après ce lancement-là, ça veut dire que c'est toute l'année que les gens doivent planter des arbres, ou bien comment ça passe? Parce qu'on a vu souvent, malheureusement, c'est cette journée seulement qui est consacrée à la plantation d'arbres et après, plus rien. Le 3 août, c'est le lancement officiel de la campagne. Voilà. Et cette campagne, elle se déroule sur combien de temps? Non, c'est pendant tout le mois d'août. On a le mois d'août, on a beaucoup de chances de réussir les plantations. Ça peut aller souvent des années jusqu'au mois de septembre. Pour les plantations. Mais nous conseillons, en ce qui concerne les sites même de récupération de terre, de commencer dès les premières pluies. Au mois de juin, s'il y a des pluies qui sont enregistrés, étant donné qu'on a créé les conditions de micro-bassins, ça veut dire que même au mois de juin, on peut commencer les opérations de reboisement. Mais bien entendu, le mois d'août est le mois le plus pluvieux. C'est pour ça que nous procédons au lancement des plantations au cours du mois d'août. D'accord. Voilà. Et le suivi, comment ça se fait? Parce que souvent, il ne suffit pas aussi de planter des arbres, mais il faut les suivre. Or, souvent, on a vu, on plante des arbres, quand vous repassez quelques semaines ou mois après, il n'y a plus rien. Oui, c'est ça. Alors, le suivi, il faut que ça soit partagé. Il y a le suivi technique, évidemment, qui sont réalisés par les services, parce qu'il y a l'entretien aussi. Parce que souvent, on fait des plantations, on laisse l'arbre grandir, mais ça a besoin de desserrement, ça a besoin d'élagage. Donc, il y a ces entretiens qu'il faut faire. Mais le suivi incombe surtout aux communautés bénéficiaires. Et aux collectivités locales, parce que, je l'ai dit, nous sommes au Sahel. Lorsqu'on fait une plantation, il ne faut pas se dire qu'on a une réussite à 100%. Il faut revenir l'année qui suit pour évaluer le taux de reprise et éventuellement envisager un regarni. Un regarni, ça veut dire que les arbres qui auront manqué à l'appel, si je peux le dire, il faut les remplacer par de nouvelles plantations. Donc, le suivi se fait, pas comme on le souhaite, mais en tout cas, tous les acteurs sont concernés par cet aspect de la question. D'accord. Merci. Professeur, quel bilan peut-on tirer de toutes ces années de plantation d'arbres au Niger?
spécialiste aussi de la chose. Le premier bilan, c'est que le Niger est verdé. Ah oui? C'est-à-dire, oui, quand une étude a été commanditée, je ne sais pas par quelle structure, le verdict, c'est qu'il est verdé. Ah oui? Et quand vous prenez l'axe Konni-Agadez, on sent qu'il y a un retour important de la végétation. De la végétation. Et généralement, quand la végétation revient, la faune suit. Oui, bien sûr. Et ce mérite revient effectivement aux actions du ministère de l'Environnement qui font le reboisement et aussi qui ont une politique de gouvernance. C'est vrai, parfois elle est dure en milieu rural, mais elle permet quand même de préserver l'arbre. Et face à cela, dans le contexte du Niger, l'arbre et l'herbe constituent la solution du pauvre dans les années où la pluviométrie n'est pas bonne. C'est-à-dire, si tu ne produis pas, tu ramasses l'arbre et l'herbe, tu abats l'arbre. Donc, il y a un effort qui est fait, mais il y a aussi un effort de recul qui est fait. Très bien. Et toujours par rapport à ça, et le 3 août, généralement, c'est la journée nationale pour la plantation. Tout le monde, on le dit, et les raisons ont été évoquées par le DGF. Moi, je dirais, par rapport à ça, c'est que le reboisement au Niger, il y a cet aspect, mais il y a aussi beaucoup de terres dégradées au Niger qui sont restaurées et durant la saison des pluies, on procède à la valorisation de ces terres dégradées avec la plantation des ligneux et l'ensemencement des herbacées. Et nous, à l'université, le défi, c'est comment les accompagner pour qu'ils réussissent. Et avec le PAM qui est installé un peu partout au Niger, il y a un partenariat alimentaire mondial. Il y a un partenariat avec les universités où on nous permet de placer nos étudiants sur des sites de restauration de terre. Et quand on place nos étudiants, ils regardent trois dimensions essentiellement. La première dimension, c'est en quoi l'action portée par les projets financés par le PAM a été efficace sur le plan biophysique, c'est-à-dire sur le plan restauration du sol, restauration du couvert végétal et remontée des nappes. La seconde dimension des évaluations faites par nos étudiants, c'est en quoi ça a amélioré la qualité de vie des ménages. Et la troisième dimension, est-ce que l'approche utilisée est efficace? Et tout ça, là, ça produit des éléments que les développeurs peuvent utiliser pour recadrer leur action. Et sur cette base, on voit très bien qu'il y a une synergie entre le développement et la recherche et on leur produit des choses. Et ce partenariat entre développement et recherche, pour revenir au système oasien, il a permis la formation d'une dizaine de doctorats. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les cuvettes, la documentation, il fallait la chercher. Et aujourd'hui, il y a 10 doctorats qui ont été soutenus et la majorité des chercheurs sont placés dans les universités publiques du Niger. Il y a plus de ce qui est des systèmes oasiens, il y a une 50aine de masters. Ça, c'est ce que je sais. Je sais que DIFA en fait, on est peut-être... Donc, il y a des données là-dessus. Par exemple, un des résultats très, très importants qu'on a eu, c'est que quand on fixe les dunes pour préserver les cuvettes, avant, ils considéraient la dune comme étant une entité homogène. Et grâce à nos travaux, ils ont compris que la dune est une entité hétérogène. C'est-à-dire, il y a dune dans dune. D'abord au niveau de dégradation et aussi au niveau de morphologie. Donc, agir sur des choses différentes nécessite d'agir différemment. Et avec le projet porté par Guéro, on tente d'appliquer les résultats de recherche. Et ce n'est pas pour rien, je pense, qu'on l'a invité parce que la mayonnaise a bien pris. Et ça, c'est un peu, entre autres, les choses. D'accord. Merci, professeur, pour toutes ces explications. Mon colonel, ce que j'aimerais parce que vous gérez, on le voit directement. Voilà. Donc, on y va. Alors. Vous savez, auparavant, les gens pensaient que
si on doit protéger, par exemple, une cuvette en faisant de la fixation de dunes, une année suffit pour que vous ayez des résultats. Or, et on a fait fi du fait que c'est un milieu qui s'est dégradé pendant 30-40 ans. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous ne pouvez pas le restaurer en une année. En une année, ça c'est une réalité. Il faut déployer des efforts énormes. Énorme, d'accord. Et notre projet qui est démonstratif a développé une approche. Quand vous fixez, vous faites des clés pour préparer le sol à accepter la végétation. Ouais. La plantation, l'ensemencement, tout cela. Mais ça ne suffit pas. Parce que la première année vous permet d'observer les sites. Okay. Est-ce que le sol bouge? Est-ce que les particules sont transportées? Est-ce qu'il y a l'accrétion du sol? C'est-à-dire le sol est tassé, donc prêt à ce que la végétation s'installe. Okay. Mais en dehors de ça, quand vous fixez, vous créez une zone de nuisance pour les gens. C'est-à-dire que vous empêchez aux gens de traverser. Vous empêchez aux animaux de traverser. C'est une nuisance pour eux. Bien sûr. Donc, il crée des brèches. Il faut créer les conditions pour corriger ça. Colmater les insuffisances qu'il y a. Et le matériel biologique que vous utilisez pour la fixation de dunes, par exemple, il est périssable. En une année, 2 ans, la clé est perdue. Il faut la reconstituer pour toujours continuer à créer les conditions du développement de la végétation. D'accord. Vous voyez, donc de la restauration. Et il faut organiser les populations à ce qu'elles prennent en charge ce gardiennage-là. Ouais. Il faut analyser la réussite des plantations. Comme ce que le DG a dit, si c'est en dessous de 70-60%, il faut faire un regarni. Donc, ce travail-là de restauration doit se faire, au lieu d'être perçu pour une année, sur 3-5 ans. D'accord. Imaginez que vous avez 423 000 hectares de dunes que vous devrez fixer. Ouais. Alors, quand vous regardez les statistiques des projets, par an, ce n'est pas plus de 2 000, 5 000 hectares qui sont fixés dans ces zones. Okay. Alors, on va faire combien de siècles? Ah oui. Tant que vous n'organisez pas la population pour que les efforts que vous déployez soient une réussite, alors c'est une peine perdue. Ouais. Et c'est pour cela que nous sommes en train, et compte tenu du fait que la loi forestière demande à chaque acteur rural qui investit pour la restauration de terres d'appliquer un plan de gestion. D'accord. Nous sommes là-dessus. Là-dessus, ok. Oui. Et on verra comment, en fait, quelle est l'approche du plan de gestion. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Mourou. Oui, merci beaucoup. Donc, ce que j'allais dire, ce sont des informations peut-être additionnelles à mes oui, bien sûr. Tout d'abord, mes appréciations tournent autour de 2 volets. D'accord. En termes de reboisement sur le plan national. Déjà, cette journée de 3 août constitue la journée d'indépendance, mais également depuis 1964, ça constitue la journée des plantations d'arbres. Tout à fait. Et donc, si vous comptez le nombre d'années, c'est devenu même une culture nationale à l'endroit de toute la population. Il y a une prise de conscience générale que toute la population, en tout cas, montre son accord et ils sont vraiment mobilisés, son engagement pour planter assez d'arbres. Bien sûr. Et donc, l'autre appréciation, c'est par rapport à la question de cadre politique international. Quand on prend la Grande Muraille Verte, par exemple. Oui, voilà, le projet là. Le projet de la Grande Muraille Verte. De la Grande Muraille Verte, qui prend naissance, qui couvre cette bande sahélienne depuis Sénégal à Djibouti. Et d'après une étude d'une institution JCA, Global Center on Adaptation, en 2019, en tout cas, dû aux efforts fournis au niveau national par le Niger, on est classé en 2e position en termes de réverdure. Et dans le cadre du projet de la Grande Muraille? De la Grande Muraille. Ah oui, on est en 2e position. On est en 2e position en 2019. Très bien. Et deuxième chose que j'allais ajouter, c'est surtout une étude aussi scientifique qui a été menée par une institution américaine, World Resource Institute, qui est une institution internationale, qui démontre cette bande sahélienne, surtout la bande sud du Niger, est beaucoup plus boisée que la partie nord du Nigeria. Et donc, tout ceci, on peut dire que
ce sont des appréciations à ne pas négliger. Voilà, et encore promouvoir davantage tous les efforts fournis et faire encore plus de plantations sur l'ensemble du territoire national. Voilà ce que j'allais ajouter. D'accord. Merci. Monsieur le DG, un mot peut-être sur la manifestation de ce matin, parce qu'il y a eu des plantations d'arbres, non? Oui. Aussi bien à Niamey qu'à l'entrée du pays. Oui, partout au Niger. Un mot, concrètement, comment ça s'est passé? Je voudrais véritablement remercier, en tout cas, tous les acteurs donc, de terrain. Nous avons eu les échos donc, par rapport donc, à la fête nationale de l'arbre. Il y a eu beaucoup de plantations qui ont été réalisées. Nous les encourageons et nous les remercions pour cela. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir donc procéder au suivi, éventuellement donc au regarder. En tout cas, les plantations sont réalisées sur toute l'étendue du territoire national. On a eu des échos même qu'au niveau communal, il y a eu donc des plantations. On a une idée du nombre d'arbres qui seront plantés à cette occasion. Vous avez une idée? Alors, vraiment sur l'ensemble du pays, je vais dire, si vous avez une idée. En fait, en matière de production de plants, nous avons un objectif de 10 millions. 10 millions d'arbres. Et lorsqu'on a fait la situation au mois de juin, on était déjà à 8 millions donc, de plants produits qui vont être utilisés, pas seulement pour les plantations en bloc, mais ça va être aussi au niveau des plantations, au niveau des sites de récupération donc, de terre. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'autre axe sur lequel nous actionnons pour pouvoir reverdir le Niger, c'est la régénération naturelle assistée, qui est également donc pratiquée par les producteurs dans leur champ. Et c'est ça qui permet donc la mise à l'échelle du reverdissement. Ça aussi, c'est pendant cette campagne donc de production agricole que les producteurs repèrent donc des plants et les protègent. Ça aussi, pour nous, c'est une contribution donc au reboisement à travers donc des plants donc qui sont sortis de terre naturellement et qui sont protégés donc par les communautés locales. Et ça contribue véritablement au reverdissement dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. À Niamey, là, le site, c'est où exactement? À Niamey, donc c'est au niveau de Sagagourou. Sagagourou. Oui, c'est dans la commune 4, je crois. C'est là que ça s'est passé. Et donc, toutes les autorités, toutes les forces également de défense et de sécurité étaient présentes. Vous allez certainement voir donc, les images. Ça, c'est sûr, on verra les images, ça, c'est sûr. D'accord. Professeur, un mot sur la manifestation, oui? Bon, c'est sur la manifestation, mais c'est surtout sur une orientation par rapport aux plantations à faire. Et ça, j'avais prévu une question justement dans ce sens, on va arriver, mais vous avez anticipé, allez-y. Donc, moi, je pense qu'avec le changement climatique, il y a eu beaucoup d'essences ligneuses et herbacées qui ont disparu de certaines zones. Et je pense que pour les futures actions, il faut qu'on fasse l'effort de promouvoir les espèces locales et surtout les espèces locales disparues. D'accord. Pour permettre d'abord améliorer notre biodiversité et aussi permettre aux générations actuelles, nos jeunes qui grandissent, de profiter des avantages des arbres qu'ont eu nos parents. Qu'aujourd'hui, ça a disparu. Malheureusement. J'ai la conviction que lui, il y a beaucoup d'espèces d'arbres. C'est dans les livres qu'il les connaît. Voilà, très bien. D'accord. Merci. Mon collègue. Donc, on va à la question. Alors, quelles sont les futures actions à mener pour lutter durablement contre la désertification? Et peut-être aussi, vous allez ajouter un mot par rapport à la manifestation ce matin. Voilà. Oui, d'abord, j'aimerais appuyer quand même ce que le colonel-major a dit relativement à la restauration et à la RENA, et régénération naturelle assistée. C'est l'opération la moins coûteuse. Ah bon? Oui. Puisqu'il suffit tout simplement de repérer et de ne pas couper. C'est tout. Et vous accompagnez l'arbre en faisant des élagages pour qu'il grandisse rapidement. Vous voyez, donc elle est moins coûteuse bien sûr. Que la plantation sur laquelle il faut faire beaucoup d'efforts pendant 5 ans. Tout à fait. Au moins. Mais ce qui importe, c'est le suivi de tout ça.
Et je pense que au niveau technique, les gens ont compris que après les plantations, il faut évaluer le taux de reprise. De reprise d'abord, ok. Est-ce que ce que vous avez planté a repris? À quelle hauteur? Voilà. Parce qu'un site d'un projet, par exemple, vous ne pouvez pas faire de programmation sans passer par cette approche-là. Après le taux de reprise, il y a le taux de réussite qui est évalué pendant la saison chaude. Parce que c'est en ce moment qu'il y a beaucoup de mortalité. Quand vous avez un taux inférieur à 70%, vous êtes obligé de faire une programmation qui tienne en compte le regarni, c'est-à-dire que remplacer les arbres qui sont morts. Tout à fait. Vous voyez. Donc, tout ceci montre que l'approche a changé et que ça fait partie avec la régénération naturelle assistée, les plantations. Par exemple, mon projet produit 250 000 plants. Et nous allons planter ça sur pratiquement 8 sites seulement. Vous voyez. Donc, c'est énorme. Et toute cette approche-là, nous allons l'appliquer, accompagner les populations à garder et à faire le régarnisage pour que les zones de plantation soient une réussite dans 2-3 ans. Parce que ce n'est pas en une année qu'on réussit. Bien sûr. Et concernant les futures actions, c'est ça? Les futures actions, je pense que en matière de fixation de dunes et de protection de cuvettes, ce qui importe, c'est l'application du plan de gestion. Nous sommes en train de développer des plans de gestion des sites fixés et d'aménagement de cuvettes protégées. D'accord. Avec la perception utilitaire que vous ne pouvez pas aider les gens à planter quand il s'agit de cuvettes, sans les aider à produire aussi. Il faut maximiser la production. D'accord. Surtout que nous avons un sol très riche dans les cuvettes. Nous avons l'eau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encadrer la population. D'accord. Il faut lui apporter tout l'appui technique nécessaire en matière de production agro-silvo-pastorale. Pour que, à la longue, d'abord, elle se prenne en charge. Et on crée un autodéveloppement au niveau des villages. D'accord. Parce que pour éviter les aides et les appuis multiformes. Bien sûr. Et nous sommes à un niveau où, parce que nous intervenons depuis 15 ans avec l'appui du PNUD. Et je vous dis, il y a des villages où on ne parle plus de faim. Parce qu'ils produisent tout. Moringa, maïs, et manioc, les cultures légumières, tout. Et actuellement, nous sommes en train d'amener des arbres fruitiers pour que, en dehors du jardinage, qu'on crée des vergers où vous avez toutes les productions. Et c'est beaucoup de ressources financières qui sortent de là pour les villages. D'accord. Merci, mon collègue. Monsieur Omaro. Oui, ce que j'allais juste ajouter, c'est de dire qu'il faut retenir le Niger est vaste. Et on très vaste même. Très vaste. Et on a environ plus de 70% de l'ensemble de notre territoire qui est une zone carrément désertique, saharienne. Il y a le menace de dégradation des terres, il y a le menace de la désertification et les effets et impacts des changements climatiques sont réels. Donc, pour promouvoir davantage, si je peux le dire, pour promouvoir davantage la lutte contre la dégradation des terres à travers les reboisements, c'est d'initier tant d'initiatives. Parce que la population, on a environ 80% de la population rurale qui dépend d'ailleurs de l'exploitation de la nature. Et dans le secteur de l'agriculture, également dans le secteur de l'élevage. Donc, le reboisement, on peut dire que c'est une initiative très importante pour notre survie, mais effectivement pour assurer la bonne qualité de vie de toute l'humanité sur l'ensemble du territoire. Voilà ce que j'ai à ajouter. Merci. Sur les actions futures, qu'est-ce que vous allez proposer ou ajouter? Alors, ce que nous pensons, c'est qu'on a vu l'ampleur du phénomène de dégradation. On connaît qu'est-ce qu'il faut faire pour réhabiliter ces terres qui sont dégradées. Il faut aller vers un programme structurant sur la durée. Les questions de reboisement, les questions de lutte contre la désertification
doivent être passés sur le long terme. Ce n'est pas des projets de 5 ans qui peuvent venir donc, à bout. Donc nous envisageons en tout cas très prochainement la formulation d'un vaste programme en matière surtout de préservation des écosystèmes voisins. C'est pour ça que nous avons retenu donc ce thème. Et comme je l'ai dit, nous encourageons véritablement donc les communautés locales à poursuivre leurs efforts déjà reconnus au plan international en matière donc de régénération naturelle assistée, de poursuivre donc leurs efforts pour que ces populations-là puissent bénéficier et des effets induits sur la productivité donc agricole, mais aussi exploiter les arbres qui vont donc grandir au niveau de leur exploitation. En tout cas, toutes les dispositions au plan donc réglementaire ont été prises. Il y a un décret spécifique par rapport donc à la régénération naturelle assistée qui encourage ces communautés donc à aller vers ce sens et qui leur donne l'autorisation de jouir pleinement donc des efforts de leur entretien. Nous avons également un décret qui a été pris par rapport donc à la gestion des écosystèmes oisiens en 2022. Tout ça, c'est pour créer un environnement favorable donc aux investissements en matière donc de préservation de l'environnement. Voilà ce que je peux ajouter. D'accord. Avant peut-être d'aller à la dernière question, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on a oublié. Oui, voilà. Au niveau de la recherche aussi, on a des perspectives. Bon, allez-y. Voilà. Et les perspectives au niveau de la recherche, en fait, quand vous sillonnez les sites de revégétalisation, ils l'ont évoqué, la réussite n'est pas parfaite. D'accord. Donc, la recherche s'est donnée, la recherche travaille sur comment améliorer les taux de réussite. Ils ont un peu évoqué les aspects, mais nous, on essaie de voir sur le plan technique en tenant compte de la pluviométrie, de la disponibilité en eau, du type de sol et de la qualité des plants, comment intégrer tous ces aspects pour réussir la plantation. Au niveau, pour revenir un peu au système oisien, au niveau des cuvettes. Au niveau des cuvettes, les perspectives, c'est comment mieux valoriser. Et si vous sillonnez les cuvettes, avant que les projets ne commencent à travailler intensément dedans, c'était des cultures à cycle long qui existaient. Les gens faisaient que le manioc. Ça avait ses avantages, ça se conserve. Bien sûr. Mais quand tu récoltes, c'est une année. C'est-à-dire, c'est en une année, tu récoltes une fois. Donc, le projet tente de combiner ce manioc avec des cultures à cycle court. Et donc, s'il y a plusieurs cultures à cycle court combinées au manioc, ça permet aux communautés de gagner mieux. Bien sûr. Et donc, s'ils gagnent mieux, ils savent que mieux vaut rester exploité que d'aller vers d'autres voies et autres. Bien sûr. Et il y a aussi la dimension en lien avec trouver des arguments pour inciter les gens à restaurer. Aujourd'hui, l'enveloppe allouée à la restauration des terres au Niger est inférieure à nos défis, à nos besoins. C'est-à-dire nos défis sont immenses, il n'y a pas assez d'argent. Et la recherche travaille aussi dans ce sens. Quel argument développer? Et dans ce cadre, on est en train de promouvoir un aspect qu'on appelle économie de la dégradation des terres. L'économie de la dégradation des terres, c'est quoi? C'est faire des calculs économiques pour démontrer que quand tu investis dans la restauration des terres, tu gagnes. De la même façon que tu investis dans l'élevage, dans un jardin, que quand tu investis dans la... Et on se base sur les services directs et indirects fournis par la restauration des terres. Et là, nos premiers résultats, c'est vrai, on a travaillé sur des sites qui ont bien fonctionné, démontrent que c'est vraiment rentable. Et là, quand un ministre du Plan ou un ministre des Finances apprend que c'est rentable, il va peut-être allouer plus de budget et on va affronter notre grand défi. Et en perspective aussi, le Niger, par rapport à ces questions de restauration, nous sommes une référence mondiale. C'est-à-dire, toute modestie exclue, je dirais que nous sommes
à la tête. Les gens viennent apprendre au Niger. C'est-à-dire on reçoit des visites, c'est vrai, on ne médiatise ça a toujours été comme ça pour tout récemment, beaucoup de domaines. Des Malawites, des Zimbabwéens, des Sud-Africains, des Kenyans qui étaient venus voir. Ah oui. Et on les a montré les sites classiques dans la zone de Loga. Très bien. Et l'Éthiopie est première en restauration de terre, mais elle a appris au Niger. Ils se sont inspirés du projet Keita. Donc nous, à l'université, on est en train d'œuvrer pour avoir des filières de formation. C'est-à-dire, il faut que la majorité des Nigériens qui sortent diplômés aient cette expertise. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui étudient la nature au Niger sont en train d'être bien vendus à l'extérieur. Parce que si tu prends par exemple le Nigeria, c'est maintenant qu'ils commencent à réaliser que leurs terres se dégradent. Et s'ils s'appuient sur le Niger, on peut les aider à aller plus efficacement dans le combat de la restauration. Et c'est ça un peu le défi de l'université. Et nos universités ont pour mission de les accompagner. Parce que c'est quand même l'argent du contribuable qui nous finance. Bien sûr, bien sûr. Je disais tout à l'heure, peut-être avant la dernière question, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu évoquer sur ce plateau, que vous voulez ajouter, on y va, sinon on va à la dernière question. J'aimerais quand même revenir à une perception au niveau local. D'accord. De la gestion de ce que nous sommes en train de faire. Pendant 15 ans, par exemple, sur un site, vous avez 500, 800 hectares de boisement. C'est une ressource qui a été implantée. Et chaque ressource est appelée à être exploitée. Bien sûr. Il faut impérativement qu'on y pense dès maintenant. Et pour y penser, la première des choses à faire, c'est inventorier le potentiel bois qu'on a sur pied. De manière à serrer où est-ce qu'il y a le bois, le gros bois, le bois de service, le bois de charbonnage, le bois de chauffe et les débris, qu'est-ce qu'il faudrait en faire? Puisque nous avons une problématique d'ensablement, ces débris peuvent être mis pour fixer les dunes. Bien sûr. Donc, toute cette chaîne de valeur-là, il faut y réfléchir pour pouvoir apprécier l'apport qu'elle va avoir pour l'autodéveloppement des villages. D'accord. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? On n'a pas fixé pour rien. On fixe pour que, justement, au niveau des villages, il y ait un développement sérieux où les populations ont les ressources pour amener leur enfants à l'école, les autres des ressources pour s'alimenter, et ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est ça, en fait. D'accord. Monsieur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bon, j'allais juste dire que quand on prend la question de reboisement, il y a en tout cas l'aspect social qui est concerné. Et notre pays fait face vraiment à un facteur de migration. Oui, bien sûr. La migration, surtout externe et interne. Et par rapport à cette question de migration, les populations quittent leur pays, surtout pendant la saison sèche, pour aller dans d'autres pays voisins. Et ce qui est ancré dans leur esprit, bon, quand on prend ou quand on considère les activités de restauration des terres, ils pensent que c'est juste les revenus que génèrent ces activités juste au moment opportun. Mais l'impact est au-delà. C'est-à-dire par la suite, il y aurait toujours les retours de cette végétation. Et effectivement, cette activité crée des revenus, crée d'emplois qu'on appelle l'emploi vert à l'endroit de cette population. Donc, ce que j'allais dire, ce que j'allais apporter aussi, c'est de dire, en tout cas, il faudrait promouvoir davantage à une grande échelle la question de restauration des terres sur l'ensemble du territoire de notre pays. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Omar. Vous voulez ajouter quelque chose avant la dernière question, vous aussi? Non, c'est bon. Très bien. Oui. Il y a un dernier point à promouvoir. En fait, les questions de dégradation de terres, de reboisement et autres, on pense que c'est une affaire des forestiers et autres naturalistes. Moi, je pense que c'est un problème qui doit concerner tout le monde. L'ensemble de la population. Oui, parce que quand les terres se dégradent, la migration, l'exode rural s'amplifie. Et aujourd'hui, à Niamey, tout le monde a vu. Les gens qui viennent comme exodants sont plus des exodants de la dégradation de la nature, que des exodants
d'autres points. L'insécurité, il y a beaucoup de gens qui s'embourquent dans l'insécurité, c'est parce que l'environnement est dégradé. Donc, investir dans la restauration des terres, c'est résoudre ces problèmes. Et le dernier point, c'est en lien avec l'observation. On fait beaucoup de choses au Niger, mais la dimension observatoire n'est pas très développée. Il faut qu'il y ait un grand centre qui va observer toutes les actions, succès comme échec. Donc ce centre n'existe pas pour le moment. Pour le moment, englobant, je sais que le ministère de l'Environnement a un centre national de suivi écologique, mais il faut qu'il y ait des vrais observatoires où on va tout recenser, faire des situations de référence et suivre périodiquement pour voir comment ça change. Je sais qu'on a une belle expérience avec un projet de l'environnement où on a mis en place un observatoire de suivi de l'ensablement et de la dégradation des terres dans le système voisin, là où il y a les cuvettes. Et c'est de là que sortent ces chiffres, c'est de là que ça nous permet de dire, oui, on a fait telle chose, telle chose. L'idéal serait qu'on fasse la même chose pour tout le Niger, parce que l'environnement constitue quand même notre première ressource. Absolument. Merci, professeur, pour ces explications. Oui. Merci, je voudrais juste rassurer que le Centre national de surveillance écologique et environnementale est là, il est fonctionnel. En 2022, il y a eu un décret sur les écosystèmes dépendants des eaux souterraines qui a préconisé donc le renouvellement donc du conseil scientifique et technique avec donc la multiplication donc des observatoires. À l'heure actuelle, il y a 12 observatoires, mais il faut aller au-delà donc de ça. Et c'est bien donc les scientifiques, pour chaque observatoire, on va identifier un scientifique donc, pour pouvoir le suivre. Mais ils ne seront pas seuls, ils seront avec les techniciens aussi qui seront sur le terrain donc, pour récolter. Donc oui, c'est bien d'observer la dynamique donc, des terrains, des sols. Et nous sommes là-dessus avec le Centre national de surveillance écologique et environnementale. D'accord. Merci, mon colonel-major. Et pour finir ce débat, quels sont vos messages à l'occasion de cette journée nationale de plantation d'arbres? Quel serait votre message? Alors moi, mon message, c'est de dire que les questions de reboisement de plantation ne se limitent pas à une journée. C'est au-delà d'une journée, il faut continuer parce que l'ampleur de la dégradation des terres est telle qu'il faut que nous multiplions le reboisement. Mais je souhaiterais surtout que nous changions un peu nos comportements vis-à-vis donc des ressources naturelles. Si nous sommes amenés à reboiser à grands frais, c'est qu'à un certain moment, nous avons consommé plus qu'il n'en faut. Nous avons consommé plus qu'il n'en faut, ce qui nous amène maintenant à vouloir restituer ce que nous avons donc perdu, ce qui coûte évidemment cher. Ce qui serait bien, c'est de prévenir. C'est de prévenir et là, nous devrions nous rendre compte que nous n'avons pas suffisamment donc, de ressources forestières actuellement et que l'une des causes donc, de la dégradation c'est la consommation de bois énergie. Et de ce point de vue, nous sommes producteurs donc quand même de gaz depuis un certain temps. Il va falloir que nous adoptions un certain nombre de comportements tendant à utiliser donc les énergies alternatives, tendant également à utiliser des équipements qui permettent donc d'économiser donc le bois. Comme vous voyez, maintenant les camions qui rentrent dans la ville de Niamey, vous percevez déjà les signes de la dégradation à travers d'abord les dimensions donc du bois qui sont du bois qui est exploité. C'est vraiment des petites dimensions, mais c'est également du bois vert. Et quand vous voyez ça, ça veut dire que vous avez consommé ce qui est supportable, mais vous êtes en train de consommer même ce qui devrait rester. Donc, nous devrions actionner sur notre mode de consommation donc, de bois énergie. Malheureusement, on se rend compte que c'est même en ville. En ville, même on consomme donc du bois tant que nous alors que le gaz est là. Alors que le gaz est là.
et les gens ont fait les calculs. En réalité, c'est plus économique d'utiliser le gaz que d'utiliser le bois. Tout à fait, c'est ça. Mais il faut que nous abandonnions véritablement la consommation de bois énergie. Merci. Merci, mon colonel. Professeur, quel serait votre message? Question délicate, difficile à répondre, mais je vais proposer une réponse. Très bien. La réponse, c'est qu'il faut éduquer. OK. Et il faut éduquer à 2 niveaux. Le premier niveau, il faut faire de l'éducation environnementale de façon accrue au niveau des jeunes. D'accord. Pour leur montrer l'importance de l'arbre et la nécessité de le préserver et de reverdir le Niger. D'accord. Le second niveau de l'éducation environnementale, c'est à l'égard des adultes, nous autres. Ouais. Nous convaincre que tu peux faire le tour avec du gaz. Ouais. Que tu peux faire tous tes plats locaux avec du gaz. Tout à fait. Et il faut aussi apprendre aux gens à adapter nos outils de cuisson pour amener vers le gaz. Je sais que des efforts sont en train d'être faits par beaucoup de projets parce que j'ai vu des dispositifs de cuisson de massa qui utilisent du gaz. Et j'ai vu, c'est les grilleurs de viande seulement qui n'ont pas commencé à utiliser les machines qui utilisent du gaz, mais sensibilisons. Moi-même qui vous parle, chez moi, on consomme du bois. Ouais. Pourtant, je connais tout. Donc, il y a un effort, à faire pour nous montrer que l'arbre, là, il faut le préserver. Surtout que l'auréole d'alimentation de l'arbre au Niger, à Niamey, avant, tu sortais dans une ville et derrière la ville, tu as du bois. Bien sûr. On a détruit jusqu'à Makolondi. Ouais. Et il y a quelques années, c'était à Kirtachi. Ouais. Aujourd'hui, c'est Gaïa qu'on pressurise. Ouais. Et à partir d'un moment, comme il l'a dit, il n'y aura plus de bois. D'accord. Et donc, vraiment, mieux vaut se préparer pour agir. D'accord. Merci, professeur. Mon collègue. Moi, je vais m'appuyer sur 3 aspects. OK. Il y a eu beaucoup de choses au Niger qui ont réussi. Et il faut capitaliser. C'est le moment vraiment de capitaliser. Tirer les leçons de toutes les réussites. Bien sûr. Et de tous les échecs. Bien sûr. Et mettre à l'échelle ce que nous avons réussi à travers notre pays. D'accord. Nous sommes un exemple, vraiment, et il faut qu'on en tienne compte et qu'on mette à l'échelle toutes les expériences qui ont réussi. D'accord. Merci. Merci. Alors, oui, mon message, je peux dire que, en tout cas, c'est une opportunité pour notre nation de célébrer cette journée de l'indépendance et des plantations d'arbres. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est surtout par rapport au statut de notre population. On a environ, je le précise, on a environ 80% de la population rurale. C'est ça. Et qui dépend de l'exploitation de la nature. Donc, au-delà même de ces initiatives de restauration des terres dégradées, à travers les confections de banquettes, des demi-lunes, des tassas, les régénérations naturelles assistées, en tout cas, il faudrait qu'il y ait des nouvelles technologies. D'accord. Surtout qui vont intervenir dans le secteur de l'agriculture. Okay. Assurer l'agriculture durable pour cette population qui est d'ailleurs en grande majorité plus nombreux rurales. Il faudrait les appuyer dans le domaine de l'agriculture à travers des techniques innovantes, du système d'irrigation innovante pour leur permettre en tout cas d'assurer leurs moyens de subsistance, surtout ou en particulier dans ces écosystèmes voisins de Kivette, dans ces 2 régions, mais au-delà aussi de ces régions, sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Voilà ce que j'allais ajouter. Merci. Donc on va s'arrêter là. Et je profite pour dire merci à tous et sans doute à une prochaine occasion. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique du Grand Débat. Excellente soirée à tous et bonne fête de l'indépendance.